Alors, bonjour, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je trouve que la barre est haute quand même. Moi, je m'en viens vous présenter ma petite expertise québécoise. Mais ce qu'on partage tous ici qui est merveilleux, c'est notre passion quand même pour les gens qui ont un trouble de personnalité limite. Alors, c'est ça, dans le fond, moi, c'est vraiment une clientèle qui me passionne et comme Félix-Antoine le disait, je viens vous présenter pas l'ensemble du programme qui est offert dans les organismes communautaires, dans plusieurs organismes communautaires au Québec, parce que c'est quand même long. C'est un modèle qui est structuré aussi avec 2 volets. Donc, un premier volet où il y a 8 rencontres, où ça va être beaucoup de la psychoéducation. On va développer les connaissances des proches. Dans le fond, je vais en détailler un petit peu tout à l'heure, mais vraiment de les aider à prendre un recul, d'essayer de voir les choses autrement, pour pouvoir le vivre autrement, pour pouvoir, si possible, pas juste maintenir, mais augmenter le confort dans la relation pour que la relation d'aide, parce que dans le fond, les gens qui viennent consulter, c'est qu'ils veulent encore être en contact avec leurs proches et les aider. Et dans le fond, les outiller pour que ça devienne plus confortable pour les 2 parties mutuellement. Et c'est ça, donc 8 rencontres avec différentes thématiques qui sont très évolutives aussi. Donc, des choses qu'on va dire à la 6e rencontre qu'on n'aurait pas dit à la première rencontre. Donc, on essaie vraiment de suivre le rythme des gens qui participent. Et le 2e volet qui va être plus axé sur l'expérimentation. Donc, comment mettre en place du changement. Je vais reprendre, moi, des mots qui ont été utilisés ce matin, mais la danse, moi, je vois beaucoup ça comme une danse. Donc, comment amener l'autre à avoir le goût d'embarquer dans une nouvelle façon de danser. Et par la suite, il y a des rencontres qui peuvent être offertes pour les gens qui ont participé dans tout ce programme-là pour un peu maintenir nos acquis, s'encourager mutuellement. Donc, c'est ça. Alors, aujourd'hui, ce que moi, j'ai choisi de vous présenter, c'est un des morceaux du contenu qui est abordé. Et puis, je pense qu'il va pouvoir aussi... je trouve ça intéressant ce qu'on a vu aujourd'hui. Je me dis, mais tu sais, dans le fond, ça se rapporte tout à ça un petit peu. Donc, la première des choses... il faut que je fasse ta petite machine. La première des choses qui m'est venue quand j'ai pensé à... Mais qu'est-ce que j'aimerais leur dire? Comment je voudrais commencer? Puis, en fait, je trouve qu'on a beaucoup parlé de ça aujourd'hui. C'est le choc des cultures. Moi, c'est une image qui m'aide beaucoup, beaucoup quand je travaille avec les gens qui ont des troubles de personnalité limite. En fait, c'est vraiment de se dire que des fois, effectivement, on l'a dit ce matin, dans leur manière de faire, de nous parler, de nous aborder, des fois, on est comme jeté en bas de notre chaise. C'est quoi qui se passe? Je comprends pas. Moi, j'ai essayé de répondre à ce qu'elle m'a dit, puis on dirait que finalement, c'était peut-être pas ça qu'elle m'a demandé, parce que définitivement, comment j'essaie de l'aider, ça semble pas porter fruit. Alors, pour moi, c'est vraiment ça. C'est être en contact avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, c'est d'être en contact avec une autre culture. Et quand je dis une autre culture, ce que je veux dire, c'est cette personne-là a d'autres schèmes de référence qu'on pourrait s'attendre chez monsieur, madame, tout le monde. Sa façon de parler, c'est comme une autre langue. Fait que c'est au-delà des mots, des fois. Les mots qu'ils vont nous dire, mais pourtant, on a l'impression qu'on n'a pas tout à fait compris. Je ne sais pas ce que vous comprenez quand je veux dire un peu une autre culture. Donc, c'est vraiment de dire, hey, ça fonctionne différemment. Et la preuve, on a passé la journée à décoder, à vous donner des trucs sur comment interagir avec ces gens-là. Donc, c'est une preuve que même si on les côtoie dans le quotidien, on se rend compte qu'on fonctionne différemment. Et quand on parlait aujourd'hui beaucoup de la compassion, pour pouvoir les aider, ça prend de la compassion. Et moi, je pense que d'être capable de me dire, dans le fond, cette personne-là, elle ne m'attaque pas. Elle fait de son mieux avec les moyens qu'elle a, dans ses schèmes de référence à elle, dans ses vulnérabilités, tout ça, c'est comme 2 cultures qui s'entrechoquent et on doit être curieux un envers l'autre. Et souvent, ça va être plus l'aidant qui va devoir faire preuve, à prime abord, de cette curiosité-là et s'avancer vers l'autre pour tranquillement, pas vite, créer un lien, l'apaiser et lui donner le goût de faire un mouvement vers nous autres aussi. Donc, cette petite diapo-là, elle me parlait beaucoup quand je me suis mis à chercher, parce que dans le fond, on voit que c'est 2 personnes qui entrent en contact, qui sont pleines de bonne volonté, ils veulent interagir ensemble, ils décident de se faire même une marque de considération, font un échange. Dans ce cas-là, c'est une arme, donc on voit que c'est une lance versus
un arc. Ah oui, on est content, c'est beau, j'aime ça le contact qu'on a eu. Puis là, finalement, on se retrouve. Puis là, ils essaient de. On voit qu'ils vont utiliser ce qui leur a été offert, ce qui leur a été transmis, mais avec leur chaîne de référence. Et je prends mon arc, puis j'essaie de piquer comme si j'avais une lance, ou j'essaie de tirer des flèches avec une lance. Ça ne marche pas. C'est un choc de culture. Et imaginons, tu sais, aujourd'hui, on parlait beaucoup que dans leur vulnérabilité, entre autres, les gens qui ont un trouble de personnalité limite, vont beaucoup être en hyper-vigilance, vont beaucoup être en train d'être hyper attentifs à ce qui se passe dans leur environnement et de l'interpréter constamment, avec un biais négatif. Donc, si on avait à rajouter un autre petit carreau à ça, est-ce qu'on peut imaginer que la personne pourrait dire « Mais coudonc, je me suis fait avoir, elle voulait-tu vraiment m'aider? C'est-tu un cadeau qu'elle m'a fait ou finalement elle me prive de quelque chose que j'avais besoin? » Alors qu'au départ, on avait deux personnes bien intentionnées. Donc, choc de culture, pour moi, ce que ça veut dire, c'est ça. C'est chaîne de référence différent, langue différente, ce qui va présupposer que si on ne réalise pas ça, puis qu'on essaye de faire avec eux comme on ferait avec monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'au bout du compte, on va vivre beaucoup de confusion. En fait, pour moi, une autre image qui m'aide beaucoup, au-delà, parce que le choc de culture, c'est comme je vous dis, c'est quand je suis surprise, déstabilisée, et que là, je sens les émotions qui montent, je me rappelle, arrête, je recule, je me dis, non, c'est merveilleux. Je suis à la découverte de quelqu'un qui fonctionne différemment, puis ça m'apaise, puis j'essaie de comprendre. OK, les mots qu'elle a dit, oui, c'est vrai, c'est raide, puis c'est une insulte, mais dans le fond, elle essaye de me communiquer quelque chose. Est-ce que je peux aller au-delà des mots, de voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Donc, ça me permet de ne pas m'enflammer moi aussi, puis d'avoir un recul bienveillant qui va me permettre de rester en relation, puis de pouvoir essayer d'aider, puis de décoder, puis de comprendre. Ça m'amène à une autre image qui m'aide beaucoup aussi, puis je voulais transmettre ces images-là parce que, des fois, au-delà de la grande théorie, moi, je pense que live dans l'action, quand ça commence à être chaud, j'aime ça qu'il y ait des flashs qui m'apparaissent. Fait que c'est pour ça que j'utilise beaucoup les images quand je travaille avec soit la personne atteinte, parce qu'en CLSC, c'est ce que je fais, puis sinon, auprès des organismes, c'est avec les familles. C'est l'idée que quand on est en contact avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, comme avec n'importe quelle personne, dans le fond, une relation, c'est une danse. Une danse où on s'inter-influence mutuellement. Vous êtes d'accord là-dessus? Et peut-être que dans nos relations avec quelqu'un qui n'a pas un trouble de personnalité, ça accroche des fois dans notre manière de danser. Mais généralement, on s'entend assez bien, puis on est capable de finalement faire quelque chose qui a du sens. Mais quand on est en contact avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité, on a l'impression que la danse est beaucoup, beaucoup plus complexe. On ne comprend pas. Chacun tire son bord, la couverte, puis dans le fond, il n'y a pas vraiment un meneur, il n'y a pas une harmonie entre les deux. C'est compliqué. Fait que moi, j'ai cherché sur Internet... pouvez-vous illustrer danse borderline? Ça a sorti ça. Fait que là, je l'ai regardé de tout bord, de côté, puis j'ai dit, hey, même avec une image qui m'explique comment il faudrait que je danse ça, cette danse-là, je trouve que c'est complexe. Trouvez-vous? Fait que j'ai dit, non, il manque un morceau, il faut passer un décodeur. Fait que là, j'ai cherché une autre affaire, puis j'ai comme trouvé un autre. J'ai trouvé une danse, mais décodée. Habituellement, on passe 2 heures sur tout le contenu qui est autour de ça. Fait que là, je vais y aller en 2 minutes et demie, fait que ça va être un petit peu plus rapide. Mais en fait, c'est vraiment la dynamique relationnelle qui explique si je ne réalise pas que je fais face à une dynamique particulière, si je ne réalise pas que je suis dans une culture, un choc de culture avec la personne, de quoi ça pourrait avoir l'air, la relation, l'interaction avec la personne. Donc, en bas, parce que là, on n'a pas de pointeur, donc vous voyez, il est écrit « personne atteinte ». Donc, c'est le premier mouvement de la danse. La personne s'approche vers nous, veut entrer en contact avec nous, va peut-être nous faire une demande, nous confier quelque chose, nous expliquer son besoin ou son malaise, mais va le faire d'une manière particulière. Particulière peut-être dans son intensité, peut-être particulière dans les mots qu'elle va utiliser, dans son attitude. Elle va essayer de nous transmettre quelque chose, du mieux qu'elle peut, parce qu'elle est probablement très bien intentionnée. Je ne dis pas que des fois, ils ne sont pas fâchés, mais d'une manière générale, ils veulent être en contact avec nous autres. Et le deuxième mouvement, c'est nous. Donc, la personne, l'aidant, que ce soit professionnel ou que ce soit dans un cadre beaucoup plus familial, personnel, on reçoit cette demande-là et
nos connaissances, à la base, on vient pas au monde avec un manuel de si un jour j'ai un enfant qui a un trouble de personnalité limite, voici comment le comprendre et le décoder. Tu sais, ça, c'est pas vrai, là. Vous êtes ici parce que vous avez découvert un jour que vous aviez besoin de développer vos connaissances là, pour que ça puisse mieux fonctionner. Bon, mais à prime abord, on les a peut-être pas tous, ces connaissances-là. Ce qu'on a, par exemple, c'est qu'on les aime. Si vous êtes encore en contact avec eux autres, c'est parce qu'à quelque part, il y a un attachement, un intérêt que vous avez envers eux. Puis, amour, je pourrais le mettre entre guillemets par rapport aux professionnels, mais moi, si je travaille avec cette clientèle-là, c'est pas que je les aime d'un amour amoureux ou fraternel ou familial, mais je les aime assez pour avoir le goût de les aider. Donc, je suis portée à vouloir répondre à leurs besoins et j'ai un rôle naturel qui va dépendre un petit peu de qui je suis par rapport à cette personne-là. Si c'est mon frère ou si c'est mon ami ou si c'est mon fils ou si c'est mon père ou si c'est mon client, bien, ça va teinter un peu ma manière d'aller en contact avec la personne, peut-être prêt jusque où si je suis prêt à aller envers la personne. Donc, vous me suivez jusque-là? OK. Donc, quand je donne la formation là-dessus plus détaillée, la deuxième partie là, qui vous illustre, c'est une petite danseuse qui est toute joviale, heureuse, puis qui a hâte d'aller aider, puis de répondre, par exemple, à la demande de la personne atteinte. Et là, comment je vais le faire? Si je n'ai pas tout le code de comment je devrais intervenir. On a vu aujourd'hui, on a parlé du ton de voix, on a parlé de tout notre langage non-verbal, d'être capable d'être descriptif, de ne pas être dans le jugement. Écoutez, d'emblée, naturellement, on ne pense pas à tout ça. Donc, généralement, quand on va essayer de les aider, on va essayer de les aider comme on le ferait naturellement avec monsieur, madame, tout le monde. Quelqu'un qui vient me voir puis qui me dit écoute, j'ai telle difficulté, puis moi, j'entends ça, je passe ça dans mon schéma de comment on aide quelqu'un, puis je produis une réponse. Écoute, ben moi, si j'étais toi, à ta place, je pense que je ferais les choses différemment. Tu devrais voir la situation autrement, ou tu devrais vendre ton chien pour pouvoir, puis arrêter de fumer, pour pouvoir te payer un petit peu plus de bouffe, peu importe. Je vais souvent dire à l'autre que je pense qu'il serait le mieux pour elle. Mais est-ce que je suis bien intentionnée? Oui, je suis super bien intentionnée. Par contre, on l'a vu tantôt, dans tout ce qui a été dit ce matin, hein, ils sont en hyper-vigilance à savoir est-ce qu'on va les juger, qu'est-ce qu'on pense d'eux autres. Ils ont des vulnérabilités, ils ont été blessés dans les relations, donc il y a énormément d'insécurité relationnelle. Alors, ce qu'on va voir souvent, c'est que ma tentative d'être va être perçue comme une confrontation, une tentative de contrôler, une invalidation. Tu me dis qu'il faut que je change ça, mais peut-être que c'est vrai que ça a du sens, ils devraient changer ça, mais comment c'est reçu dans leur culture, avec leurs balises, c'est « OK, tu es en train de me dire que je ne suis pas une bonne personne. » Donc, je vais réagir à ça, puis ça va être souvent très défensif. En fait, il va y avoir un échec au plan de l'interaction. Et pourtant, moi, je ne comprends pas, j'ai fait de mon mieux pour l'aider. La personne qui est atteinte, qui est venue vers moi aussi, elle me dit, mais il me semble que cette personne-là, je compte pour elle, pourquoi qu'elle réagit comme ça? Donc, tous les deux, finalement, on finit par vivre de la confusion. Est-ce que c'est vrai qu'on vit de la confusion quand on est en interaction avec eux? Souvent. On ne comprend pas, on veut tellement. Comment ça que ça ne produit pas ce qu'on s'attend comme résultat? On s'aime, mais comment ça qu'on chicane? Et avec le temps, ça va créer de la détresse. Mais parce que je veux, parce que la personne est encore près de moi, bien, j'y retourne, puis je réessaye, puis je réessaye. Il y a des parents, quand on leur demande, mais combien de fois vous leur avez dit qu'ils devraient aller en thérapie? 1000 fois. Bien, 1000 fois, puis ça n'a pas plus marché, c'est parce que ce n'est pas le bon chemin, là. Mais on réessaye, on réessaye, et avec le temps, l'épuisement embarque et on se perd de vue, on veut beaucoup, on diminue nos limites, on se sent complètement sur l'autre, la détresse de l'autre devient la mienne. Il faut qu'elle aille mieux parce que là, c'est moi qui ne va pas bien aussi. Et là, on va tomber dans la codépendance. Et le danger avec ça, c'est que même si on veut être en relation avec eux, avec le temps, il y a un risque d'abandon. Alors que la personne, c'est totalement ça qu'elle veut éviter. Et je ne dis pas un abandon de « je t'aime plus puis je ne veux plus m'occuper de toi ». Mais des fois, il y a des parents, des proches qui vont tomber malades. Physiquement, ils se sont brûlés. Il y a des amitiés qui vont se finir, il y a des frères et sœurs qui ne se parlent plus. Mais à prime abord, ce qu'on souhaite, on l'a bien dit ce matin, c'est maintenir la relation. C'est ce qu'on veut. Vous êtes d'accord?
Donc, où est-ce qu'on devrait aller agir là-dedans si on voulait changer la donne, que l'interaction se passe différemment? Des fois, les gens vont me dire, il faudrait qu'on change notre manière d'aider, il faudrait qu'on aide plus efficacement. Oui, mais c'est pas là qu'il faut aller agir en premier, c'est sur développer nos connaissances. Plus je vais comprendre comment la culture borderline fonctionne, c'est quoi les enjeux affectifs, c'est quoi la façon que je devrais prendre pour les approcher, parler avec eux autres, ne pas m'enflammer, c'est quoi que moi, je devrais travailler sur moi pour rester efficace dans l'interaction. C'est vraiment là qu'on va pouvoir changer la donne. Puis je pense que si vous êtes ici, si vous vous renseignez, si vous participez dans des groupes, c'est que vous avez compris l'essentiel. C'est, oui, je vais aller apprendre à aimer cette culture-là, à voyager là-dedans avec plus d'efficacité et tranquillement, pas vite, créer une alliance qui va faire que la personne va peut-être me suivre tranquillement, pas vite dans les changements qu'on va proposer ensemble. Ce qui m'amène une dernière petite intervention sur cette diapo-là, c'est que si on parle d'échec relationnel, de confusion, êtes-vous d'accord que vous avez tous déjà passé un test? On a tous testé vos limites? Est-ce que c'est déjà arrivé ou personne? Non? Levez donc la main, ceux qui ont eu l'impression des fois de passer dans le testeur. OK. Est-ce que c'était un test malveillant? Non. Qu'est-ce que c'était? C'était une façon d'essayer de communiquer, qui était peut-être maladroite, mais qui était vraiment une façon de tenter de vous exprimer quelque chose. Et ça m'amène à ma prochaine diapo, c'est qu'on aurait pu mettre plein de postulats de départ en lien avec le trouble de personnalité limite, mais moi, ceux que j'avais le goût de placer pour la suite des diapos, c'est qu'on est d'accord ce matin et cet après-midi, ce qu'on a dit, c'est que c'est des gens qui ont une image d'eux-mêmes qui est souvent très négative. Beaucoup de honte, de culpabilité et quoi d'autre? Une grande insécurité relationnelle. On est d'accord là-dessus? Parce qu'ils ont été blessés souvent, parce qu'ils ont été abandonnés ou parce qu'ils ont souvent interprété, peut-être avec un petit biais négatif, les interactions des autres. Donc, ils sont très insécures au plan relationnel. Par contre, ils veulent être en relation. Ils voudraient pouvoir nous faire confiance. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'ils sont très généreux dans leurs tests. Parce que ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on le passe. Qu'on les rassure, qu'ils puissent se détendre. Fait que vous allez être testé, vous allez échouer le test, c'est pas grave. Vous avez une autre reprise et une autre reprise. Et quand je dis tout le monde fait de son mieux, mais que des fois le mieux est souvent chaotique et souffrant, bien, un autre élément que j'aime beaucoup dire aux familles, parce que des fois ils sont épuisés des tests, ils ne savent plus trop comment prendre ça. Puis moi, ce que j'aime créer, on va bâtir plein de connaissances, mais comme je vous ai dit, c'est des images qui, oups, je trouve ça dur, l'image s'enclenche, ça m'amène à prendre du recul, puis à retrouver une certaine quiétude qui va me permettre de continuer à être plus efficace, eh bien, c'est le « wow ». On a vu ce matin, il y avait, je pense que c'était dans la présentation de Mme Poore, on parlait d'un « wow », mais moi, mon « wow », c'est quand vous vous faites tester, la prochaine fois que vous sentez ça, là, hein, qu'on essaie de vous sortir de ce que vous essayez de mettre en place ou de votre quiétude, ne paniquez pas, dites-vous « wow ». Hey, je me fais tester. Pourquoi « wow » ? Parce que si elle vous teste, c'est qu'elle va être en relation avec vous. Si vous n'avez pas de test, puis vous êtes en contact avec une personne qui a un trouble de personnalité limite, c'est parce que dans le fond, elle ne vous fera pas nécessairement une place importante dans sa vie. C'est inévitable que si vous voulez être une personne significative, et vous l'êtes probablement déjà, vous passez par des tests. Donc, ce qui m'amène, moi, dans les prochaines diaporamas, c'est de vous donner une petite base, 6 principes de base pour passer le test avec succès. Et plus on passe le test avec succès, plus on gagne des Air Miles. Et nos Air Miles, ils nous servent à quoi? À acheter du confort relationnel. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est quelque chose qui vous intéresserait de gagner, du confort relationnel? Je l'espère, en tout cas. Parce que sinon, les prochaines diapos vont peut-être moins vous aider. Donc, ce qu'on retient, c'est que pour être en relation, c'est inévitable qu'on va être testé. Et on ne panique pas avec ça. On se dit, wow, hey, aujourd'hui, elle veut vraiment être beaucoup en relation avec moi. Elle cherche vraiment très fortement à me communiquer quelque chose parce que son test, il est drôlement fort.
Mais déjà, vous voyez, juste quelques petites personnes qui sont parties à rire, mais de tenir un discours comme ça, on est déjà en train d'induire quelque chose d'autre. Au lieu d'être « oh, tabarouette », c'est comme « ouh, OK, elle veut fort aujourd'hui. Bon, mais ça va me faire travailler fort. » Mais c'est hyper... Ça peut être très, très profitable, une situation de test. Parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est un test qui va se passer en silence. La personne ne viendra pas vous voir pour dire « Hey, aujourd'hui, je vais te tester parce que je suis insécure au plan relationnel. » Bon, en tout cas, moi, j'en connais pas qui font ça, là. Puis moi, je pourrais pas répondre au test. Je le sais que tu es insécure relationnellement, fait que là, je t'avertis, tu sais, je vais toujours te rassurer. Ça marchera pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe comment? Ça se passe beaucoup dans les mises en situation, dans les situations dans lesquelles on va se retrouver et la personne va évaluer si on est sécurisant pour elle en fonction de notre attitude générale dans cette situation-là, de nos comportements, de comment on va réagir. Donc, c'est au-delà des mots. Donc, je sais pas, tu sais, souvent, nous, dans Monsieur, Madame, tout le monde, on a un problème, on s'assoit, on en parle très rationnellement, puis c'est sûr qu'on peut devenir émotif, là, tout le monde a des émotions, mais la résolution va souvent se passer dans une discussion qui est rationnelle. C'est pas là. Ça va être dans l'action que ça va se passer. Donc, ça aussi, de garder ça en tête. Donc, j'ai une situation de test, je panique pas, mais aïe, 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 il faut que je me remette en lien avec mes connaissances. Comment je dois réagir dans cette situation-là pour optimiser mes chances de passer le test? Et vous allez voir que dans les 6 principes de base, l'objectif, c'est d'aller contraindre un petit peu au niveau de la honte de soi et tout ça, puis de sécuriser la personne au plan relationnel. Oh, 13 minutes. Donc, quand même, parce que je pourrais en parler des jours et des jours. Alors, j'y arrive aux 6 principes de base, et là, je vais couper court un peu sur celle-là. Mais c'est une petite notion, l'effet Pygmalion. Vous en avez certainement déjà tous entendu un petit peu, mais je trouve tellement que c'est une notion qu'on devrait discuter davantage. Et là, je vais vous la résumer très, très vite, mais l'effet Pygmalion, c'est l'art de créer chez l'autre ce qu'on s'attend de lui. Et là, je vais ramasser l'histoire pour vraiment mettre ça au plus court et au plus simple. Alors, pour les grands, pour ceux qui sont plus à cheval sur comment ça s'est vraiment présenté scientifiquement pour valider cet élément-là, l'effet Pygmalion, ben là, je suis pas dedans. J'y vais très artistiquement, disons. Mais l'effet Pygmalion, c'est, on a pris des étudiants du primaire, on leur a décidé de leur faire passer un test d'intelligence, puis on a mis les plus forts dans un groupe, les moins forts dans l'autre groupe, on s'est dit, comme ça, peut-être bien que nos plus forts vont mieux réussir, ils ne seront pas ralentis par les plus faibles. On explique ça au professeur. À la fin de l'année, on réunit tout le monde, on regarde les résultats, puis ouais, ça a marché. Nos plus forts ont mieux performé que les autres. Fait que là, il explique au professeur. Ce qui est surprenant, c'est que le test d'intelligence qu'on a passé au début, il était bidon, aucune valeur scientifique. Puis quand ça a été le temps de départager les étudiants, on a mis tous les noms dans un chapeau, puis on a fait... Fait que dans chaque groupe, il y avait des bons puis des moins bons. Alors, comment expliquer ça? En fait, c'est le regard du professeur. Lui, il y avait un étudiant qui avait de la misère puis qui doutait de lui. Voyons, moi, je le sais que tu es un doué. Alors, chaque fois qu'il était en interaction, le regard qu'il posait sur lui, la manière d'y répondre, c'était « Je le sais que tu es capable. Inquiète-toi pas, ça va bien aller. » Et tranquillement, pas vite, le jeune s'est mis à croire en lui au travers du regard du professeur et a commencé à se comporter comme un étudiant qui va y arriver, qui va être capable et qui a performé. Pourquoi je vous parle de ça, juste avant d'aller sur les 6 principes de base, c'est qu'on a parlé aussi d'authenticité aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais faire semblant avec quelqu'un qui a une antenne de la NASA sur la tête, là, ils vont tous décoder, ça ne marche pas. Donc, il faut être sensible à comment je conçois je la perçois, puis ce que je lui renvoie comme image. Parce que c'est une arme à double tranchant, l'effet Pygmalion. J'ai beau dire, oui, je sais que tu es capable, mais si dans le fond, moi, je pense qu'elle n'est pas capable, qu'est-ce qu'elle a entendu dans sa culture à elle, qui est en hypervigilance avec des détecteurs incroyables pour déceler tout? C'est que j'y crois pas. Donc, elle ne peut pas vraiment me faire confiance. J'envoie un message, mais ce n'est pas ça que je dégage. Et là, c'est insécurisant. Donc, d'être vraiment, de faire un travail sur est-ce que j'y crois que la personne que je côtoie, elle a du potentiel, elle est capable. Oui, elle a des difficultés, mais qu'il y a ça à l'intérieur d'elle. Et c'est ça que je dois essayer avec elle de faire germer. Alors, je m'en vais aux 6 principes de base.
Donc, je vous les lis vite, puis après ça, on va les détailler, puis en discuter au travers des 10 minutes, 14 secondes qui me restent. Donc, les 3 premiers, c'est le contact d'adulte à adulte, la responsabilisation et le respect. Et comme je vous dis, je vais vous les détailler, mais en fait, c'est que si toute mon attitude est inspirée de ces 3 principes-là, ces 3 premiers-là, le message que je vais envoyer à la personne, c'est que tu es un adulte capable et digne de respect. Mais en fait, l'objectif d'une attitude qui serait inspirée de ces 3 principes-là, c'est vraiment d'aller agir sur l'image qu'elle a de soi. C'est de lui transmettre une certaine forme de confiance, de fierté au travers de mon regard à moi initialement. Si j'ai dit ça, tu es un adulte capable et digne de respect, est-ce qu'elle va croire à ça? C'est ça que je vous dis, c'est pas dans le verbal, c'est vraiment dans notre attitude qu'il faut que ça se transpose. Donc, je les détaille un petit peu après, mais je vais juste vous parler des 3 autres. Les 3 autres, la prévisibilité, stabilité, cohérence, c'est vraiment, on va aller essayer d'agir sur l'insécurité relationnelle. Donc, comment je vais être avec la personne, comment je vais faire les choses, comment je vais tranquillement, pas vite, essayer de mettre en place des changements. Pas contre elle, idéalement avec elle, mais par contre, on a bien compris ce matin aussi qu'il ne faut pas se perdre de vue. Il y a quelqu'un qui a donné l'exemple. Moi, je ne retiens pas beaucoup les noms. Fait que je dis quelqu'un, mais en fait, je la vois dans ma tête, mais c'est une présentation, quelqu'un qui a présenté ce matin qui disait, dans un avion, qu'est-ce qu'ils nous disent? Tu mets-tu le masque à oxygène de ton enfant ou tu mets le tien en premier? Ben non, je vais sauver mon enfant. Non, parce que si tu es évanoui, personne ne va avoir un masque. Hein? Fait que c'est important de ne pas se perdre de vue aussi là-dedans. Mais donc, c'est pas contre l'autre. C'est ensemble pour chacun. Donc, prévisibilité, stabilité, cohérence. Ce qu'on veut, c'est aller agir sur l'insécurité relationnelle. Donc, je vous l'ai décrit un petit peu plus en détail. Donc, le contact d'adulte à adulte, ce que ça dit, c'est que des fois, il y a des gens qui vont me dire « Hey, moi, là, ma fille, elle a 24 ans, puis des fois, je pense qu'elle en a 4. Elle ne fait pas la danse du bacon, là, mais c'est pas loin, là, quand elle est fâchée, puis tout ça. » C'est vrai, des fois, on va avoir l'impression qu'il se comporte comme quelqu'un qui est immature, puis tout ça. Mais si c'est ça que je vois et c'est ce que je lui renvoie comme image, si je l'infantilise dans ma façon d'être et de faire avec elle, c'est pas très aidant pour cette personne-là. Donc, même si des fois je me dis « Oh mon Dieu, que le côté adulte, moi, je le trouve pas très, très fort, pas très développé. » OK, peut-être, mais est-ce qu'il y en a un petit peu? Est-ce qu'on peut miser dessus? Est-ce que c'est lui qu'on peut essayer de solliciter quand on s'adresse à la personne? Fait que c'est vraiment d'amener l'autre à reconnaître aussi cet aspect-là d'elle, qui est peut-être qui a besoin d'être coaché, d'être bonifié, mais qui existe réellement. Fait que c'est dans notre façon de leur parler, c'est dans notre façon d'être avec eux autres. Le deuxième, c'est la responsabilisation. C'est assez facile, la responsabilisation. Ce que c'est ne pas faire à la place de l'autre. Ça, c'est la définition la plus simplifiée. Mais si je fais à la place de l'autre, parce que des fois, ils viennent nous voir et nous disent hey, « Je ne suis pas capable, c'est bien trop dur, appelle mon propriétaire, là, moi je capote, c'est bien trop émotif pour moi, puis je vais péter les plombs, il va me mettre à la porte. » Si je le fais à sa place, quel message j'envoie? Là, vous êtes supposé répondre rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est que tu n'es pas capable. Est-ce que c'est aidant? Est-ce que ça me donne le goût de croire en moi puis de faire des choses par moi-même, de développer mon autonomie, ma confiance en moi, si la personne qui est en face de moi m'envoie le message qu'elle ne croit pas en moi, en mes capacités? Ça ne veut pas dire qu'effectivement, ils sont toutes capables de faire. Mais ce que ça veut dire, c'est d'être capable d'accompagner. OK, je vais le faire cette fois-là avec toi. Regarde comment je fais. Puis on en discute après pour qu'une prochaine fois, tu sois capable de le faire. Je serai peut-être encore là à côté de toi pour te coacher, mais qu'éventuellement, tu en viennes à être capable de le faire par toi-même. Donc, c'est vraiment de doser entre offrir l'aide qui est nécessaire sans offrir l'aide qui n'est pas nécessaire. Donc, ça va pour ça. Le troisième, il est hyper, hyper important. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, tout ce que vous développez comme connaissance, moi, je le mettrais là-dedans dans le respect mutuel. Le respect mutuel, on pourrait y aller très brièvement et de dire, ben, c'est que je me fasse respecter comme personne puis que je respecte l'autre. Mais pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Oui, c'est vrai que c'est de m'obliger à me demander c'est quoi mes zones d'inconfort, puis sur quoi j'aimerais qu'on me respecte plus, la politesse, puis tout ça. Mais quand je dis que c'est plus puissant que ça, c'est
de comprendre que je suis dans une dynamique particulière, qui va me demander un effort particulier pour essayer de m'adapter sur ma façon d'être, de faire, de parler, considérant ses faiblesses, ses difficultés, ses couleurs. Moi, j'aime pas beaucoup le mot faiblesse. Je dis beaucoup, c'est ses couleurs à elle. Okay? Moi, j'ai les miennes, puis comment on va trouver un terrain d'entente, mais à prime abord, parce que c'est peut-être moi la moins insécure au plan relationnel entre les deux, ça va être moi qui va devoir faire un premier mouvement. Donc, quand on parlait là, ce matin je ne vais pas tout détailler, je me sens un peu stressée par le temps, mais tout ce que vous apprenez, vous devez être capable d'essayer de vous y reconnecter quand ça devient chaud, là, quand la pression monte, pour vous assurer de rester le plus possible en respect de vous-même et de l'autre. Donc, ça demande une certaine prise de recul aussi. Le respect, un petit élément aussi, au niveau juste de la politesse, je trouve ça quand même important, mais combien de fois vous avez accepté de vous faire manquer de respect? Est-ce que c'est arrivé? Jamais? Bon, mais un autre aspect, c'est quand moi je mets des limites, là, ou que j'enseigne à mettre des limites, ce que je dis, c'est qu'on ne fait pas ça pour les écœurer. On fait ça parce que on doit aussi enseigner certaines normes sociales, mais il y a une manière de le faire. Mais si j'accepte de me faire manquer de respect, ce que j'envoie comme message à l'autre, c'est que c'est acceptable. Ça ne l'aidera pas dans ses relations interpersonnelles. Fait que tout est dans l'art de mettre des limites là-dessus. Mais ça aussi, ça fait partie du respect mutuel. Si moi, je m'enflamme, puis je fais l'escalade, puis tout, bien, est-ce que je nous manque de respect? Fait que c'est peut-être plus facile pour moi d'être capable de peser sur stop à temps puis de prendre du recul. Donc, le respect, pour moi, c'est très gros. Donc, les trois ensemble, si vous vous souvenez, contact d'adulte à adulte, responsabilisation et respect, si toute mon attitude est imprégnée de ça, quand je suis en contact avec elle, même si des fois elle me tombe ses nerfs, même si des fois ça me rend triste de la voir comme ça, le message que j'y envoie, c'est « T'es un adulte qui est capable puis qui est digne de respect. C'est pas facile ce que tu vis. Je le comprends, puis je suis là, puis je suis avec toi, mais je crois en toi. » Et il faut que ça soit senti. Sinon, ça a l'effet totalement inverse, d'où, comme je vous parlais de l'effet Pygmalion. Si on va sur les trois autres principes, prévisibilité, stabilité, cohérence. Et bon. Donc, la prévisibilité, écoutez, c'est annoncé d'avance. Est-ce que le changement nous fait peur? Oui. Si je sais à quoi m'attendre d'avance, c'est beaucoup plus facile. Donc, si vous décidez de changer des choses, que ce soit dans votre manière de gérer vos interactions, de gérer les problèmes, de prêter l'auto, n'importe quoi, prenez le temps de vous demander comment je vais faire les choses. C'est pas comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas de choisir exactement le mot, mais comment je veux présenter, ça va être quoi mes balises, qu'est-ce que je suis prête à tolérer, qu'est-ce que je suis prête à tolérer, comment je suis capable d'aider et où ma limite pour aider. Et puis d'être capable d'annoncer ça à la personne pour que la personne puisse savoir que si elle choisit cette option-là, bien c'est comme ça que moi je vais réagir, puis si elle choisit l'autre, c'est comme ça que je vais réagir. Donc, je la considère comme un adulte qui est capable de prendre une décision puis de choisir les conséquences qu'elle veut vivre. Et ça, je ne l'explique pas dans un moment où on est en crise tous les deux. Je vais prendre un moment où on est plus calme, prendre rendez-vous avec elle, puis lui expliquer. Puis je dis souvent, c'est que c'est pas de mettre la règle, mais c'est d'expliquer le fondement aimant et aidant en arrière de tout ça. La stabilité, si j'avais à le résumer, bien, si maman a dit ça, puis papa a dit ça, ça ne marche pas. Si moi, je dis ça, puis qu'une autre, des fois, je le fais, puis des fois, je ne le fais pas, ça ne marche pas. Si je ne suis pas stable dans mes agissements, mes comportements en fonction de ce que j'ai annoncé, je suis très insécurisant. Et si je suis insécurisant, qu'est-ce qui va arriver? On va me retester. C'est normal. Donc, il faut s'assurer d'avoir, de neutraliser tous les messages qui sont incongruents et qui varient selon les situations ou le temps. La cohérence, qu'est-ce que c'est? C'est faire ce que j'ai annoncé. Combien de fois vous avez mis une limite et devant l'intensité grandissante, la détresse mutuelle qui était vécue, vous avez renoncé? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Si vous l'avez déjà fait, vous avez certainement expérimenté que quand on recule de 1, ça prend 10 fois plus d'énergie pour être capable de réavancer. En fait, c'est très insécurisant de voir quelqu'un qui nous annonce quelque chose puis qui ne respecte pas ses engagements. Le message que ça envoie, c'est que je ne suis pas crédible et que tu ne devrais pas me faire confiance. Pourquoi tu respecterais plus que ce que je te dis si moi, je ne respecte même pas dans quoi je m'engage?
Donc, pour moi, c'est une notion hyper importante d'être capable de faire ce que j'ai annoncé. D'où l'importance de commencer petit. Si vous décidez que demain, vous changez toute la manière de faire, ça m'étonnerait que vous soyez capable de tenir ça. Donc, c'est toujours mon problème. Ça, c'est pas grave. On en a parlé beaucoup aujourd'hui. En fait, ce que je voudrais que vous reteniez sur les 6 principes de base, c'est que ça règle pas tout, pas du tout. Mais pour moi, c'est une trame de fond que si vous comprenez ça, donc qu'est-ce que je veux lui envoyer comme image et comment je vais être entré en contact avec la personne pour être le plus sécurisant possible. Si vous avez ça comme trame de fond, puis que vous ajoutez toutes vos autres connaissances que vous développez, c'est à peu près sûr que vous allez passer le test de l'aidant et augmenter votre efficacité, votre confort mutuel dans la relation. Et moi, je dis souvent, c'est tellement fort pour moi, même encore aujourd'hui comme intervenante, que quand je me demande quoi faire dans une situation, c'est un automatisme. L'idée qui me vient en tête de comment je pourrais réagir, je la passe dans mes 6 principes de base. Est-ce que je considère l'autre, est-ce que c'est de la considérer comme un adulte? Est-ce que c'est de la responsabiliser? Est-ce que c'est respectueux pour elle, pour moi, puis ça tient compte de mes connaissances? Est-ce que je l'ai annoncé d'avance? Si je ne l'ai pas annoncé d'avance, ça veut dire que je vais peut-être faire comme je fais d'habitude, mais là, je vais dire, la prochaine fois, ça va être comme ça. Si je l'ai annoncé d'avance, bien, je m'organise pour faire ce que j'ai annoncé. Si je passe tout ça, puis que je cote oui à tout, je ne peux pas me tromper, je ne peux pas nuire. Et au pire, si je fais une erreur, on recommence, on l'a dit tantôt, puis s'excuser d'avoir fait une erreur, c'est merveilleux, parce que ce que je suis en train d'annoncer à l'autre, c'est on ne meurt pas de faire une erreur. Puis je tiens assez à toi que j'ose te dire que, ben oui, je me suis trompée, je m'en excuse, une prochaine fois, je vais essayer de faire mieux. Fait que peut-être que par notre façon d'être, de les regarder, de se comporter, c'est que tranquillement, pas vite, on devient un modèle par la bande. Je ne l'ai pas enseigné directement, mais je suis ce que je suis. Je suis en train de changer et je vais inspirer l'autre aussi. Je vais lui donner le goût de tranquillement, pas vite, venir avec moi dans la danse, que ça soit moins dans la confrontation. Là, il reste du temps, c'est fini, mais tu m'en ordonnes. Ah, je pensais que tu m'ordonnais. Bon, ben écoutez, en tout cas. Alors, c'est ça. Fait que, merci.